Bonsoir à tous, c'est Tambour Battant qui en est à sa 235e édition, rien que ça. L'émission donc créée par Antoine Spire pour une émission intitulée ce soir « Le polar, miroir de la société avec un point d'interrogation ». Je souhaiterais, une fois n'est pas coutume, je suis sûr que vous en serez d'accord, Christian Roth, dédier cette émission à un de nos amis très chers, Eric Jung. Ah, c'est très gentil. Eric Jung, journaliste de radio bien connu, ancien flic de la BRI, auteur de polars très talentueux, disparu il y a maintenant 10 mois. Voilà, donc hommage à toi, Eric. Donc Christian Roth, la thématique, tout d'abord, je vais vous présenter ensuite. Donc on sait que le genre du polar, aujourd'hui, est un genre florissant, c'est le moins qu'on puisse dire, un véritable tsunami, succès auprès du public, un peu fou même, avec la place qu'il prend sur l'étal des librairies. On sait qu'une habitude fréquente est de mentir sur les plateaux de télé, et ici, ça n'est pas le cas. C'est peut-être qui fait un peu la singularité de cette émission et son joli succès, mais ça n'est pas notre métabolisme. Donc je dirais qu'il ne faut pas se masquer les réalités. Le genre du polar relève aussi d'un joli marketing, où le meilleur côtoie le pire. Songez par exemple que si vous donnez un coup de pied dans un geyser islandais, vous allez avoir 12 auteurs de polar qui vont en sortir. Donc évidemment, il y a des bons auteurs, mais il y a aussi beaucoup de marketing autour de tout ça. Mais il faut être clair, et je le serai, une majorité des polars qui paraissent aujourd'hui, c'est absolument dingue, ne sont pas d'une qualité absolument formidable et sont même pour certains assez affligeants. Mais il y a aussi de très très belles choses, et en tout cas, une chose est sûre, c'est que, et même des bijoux ciselés, et les romans de mes 4 invités d'aujourd'hui en témoignent, évidemment. Ça va de soi. J'ai fait un choix qui me semblait le meilleur possible. Et ce n'est pas pour rien que je les ai conviés sur ce plateau. Merci à eux, voilà qui est dit. Alors, Christian Roth, vous pouvez vous prévaloir de porter de nombreuses casquettes. Alors, comédien, je vais en oublier, un scénariste, auteur dramatique, romancier. Voilà qui témoigne d'une belle tessiture. Et c'est au théâtre que vous débutez comme comédien, mais aussi metteur en scène et auteur. Et vous avez aussi joué au cinéma dans des films notables, comme L'Affaire Saint-Fiacre, vous étiez tout gamin. Alors ça, si je peux vous un reprendre, fake. C'est un fake. D'accord, c'est un fake. Ben, dommage. Normalement, si j'avais tourné dans ce film-là, je ne serais plus là. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est toujours agréable d'avoir des fakes enfin, quand ils sont de ce niveau-là. Voilà. C'est un des deux. Quand ils ne portent pas préjudice, voilà. Ça va. Il y en a un qui m'a porté préjudice, et celui-là, non. Voilà. Et j'allais vous poser la question, est-ce vrai? Bien voilà, on a la réponse, ça n'est pas vrai. Non. Donc, on vous voit ensuite dans Rue Barbare de Gilles Béas, oui, ça c'est vrai. Ouais. Ou Les Caprices d'un fleuve de Bernard Giraudot, absolument, ça je m'en souviens très bien. Mais c'est un court-métrage réalisé par Sam Karman, qui vous vaut une notoriété internationale, Omnibus, que vous avez co-scénarisé avec le réalisateur, le tout vous valant, tenons-nous bien, une Palme d'Or du court-métrage à Cannes, un British Academy Award et même un Oscar en 1993. Donc c'est quand même une aventure absolument folle, incroyable aventure. Et c'est ensuite grâce à la télévision que vous ferez notamment connaître avec un rôle important dans la célèbre série Navarro, aux côtés de Roger Hanin et de votre ami très cher, Daniel Rialet, qui jouait d'ailleurs le rôle principal dans Omnibus, il faut le rappeler. Oui. Voilà, Daniel Rialet, hommage à lui, là aussi. Vous venez d'ailleurs ensuite, vous avez tous les deux créé des séries très populaires, Les Monos, voilà, Père et Mère, diffusées pendant plus de 7 ans dans la première décennie 2000, tout le monde s'en souvient. Alors, ce qui est passionnant avec vous, c'est que vous avez tutoyé le polar très tôt avec votre rôle de mulet, c'est-à-dire l'adjoint de Navarro, mais aussi dans plusieurs autres séries, Les Cordiers, Juge et flic, Cordier, Juge et flic, Commissaire Magellan, Shérif, Mongeville avec Francis Perrin, Caïn, Prière d'enquêter, jolie série je trouvais, Prière d'enquêter, ou tout récemment Les Pénacs, où vous jouiez le premier rôle avec Julie Anne Roth, qui n'est autre que votre fille, malgré la différence d'orthographe. Et donc, c'est ce qui vous vaut sans doute un regard particulier et profond sur ce genre, et ce qui fait que vous êtes aussi auteur de 4 polars. Je citerai Le Brie ne fait pas le moine, audition Baleine dans la série Le Poulpe en 99, fin de série chez Michel Lafon, et il y a quelques années chez De Boré, La petite mort de Virgile, en 2019, je crois. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de ce livre, La petite mort de Virgile, foisonnant, vraiment un sacré pavé, mais passionnant de bout en bout. Vous jouez assez drôlement avec certains clichés du genre, et c'est ça qui est bien chez vous. On en reparlera. On parlera de l'humour, qui est une de vos marques de fabrique. Et donc, vous jouez des clichés avec des figures pittoresques
et de certains milieux, à la fois policiers et mafieux, ou en tout cas délinquants. Donc c'est un destin croisé de 3 personnages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, ce roman, je l'ai écrit quand même il y a un certain nombre d'années déjà, donc quelques souvenirs. Si j'essaye de me souvenir un petit peu de ce qui m'a... En fait, ce qui est intéressant, à mon avis, c'est les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce roman. Ouais. J'ai rencontré un homme je faisais des animations dans les prisons, et un homme qui avait vécu une chose assez terrible, qui était un assassin. Alors bon, moi je ne savais pas qu'il était assassin, il était là, et puis j'ai demandé après pourquoi il était là, à la personne qui organisait cette lecture, cette réunion avec les prisonniers, et il m'a dit, voilà, il a assassiné sa femme, et il m'a raconté cette histoire, qui était un peu difficile, on n'a pas tout à fait le droit de faire ça, et ça m'a interrogé sur comment dire, la force de la violence des féminicides, et comment on arrive à aller jusqu'à tuer sa femme par amour. Voilà, soi-disant par amour. Alors voilà, c'est ce qui est allégué en tout cas. Ouais. Voilà, et c'est à partir de là j'ai commencé à écrire le livre, et avec une certaine empathie pour ce personnage, parce que quand on lit le roman, on comprend pourquoi. Et autour de ça, j'ai développé un thème que moi je trouve important, c'est la vengeance. C'est-à-dire dans un polar. C'est un des ressorts majeurs de l'écriture de polar. Bien sûr. Et à partir de là, j'ai mis des personnages autour, évidemment, qui sont un peu plus, comme je dirais, pas comiques, mais pas loin, quoi. Mais pittoresque. Il y a un côté, l'humour joue un grand rôle. On y reviendra. Donc votre enquêteur Timon Barthès, n'est pas flic. Non. Mais il est expert en matière d'arnaque en assurance vie. Donc, alors pourquoi ce choix? Ça vous permet plutôt qu'un flic, ça vous permet d'avoir un angle un peu différent, une plus grande liberté au fond? Oui, et puis surtout, c'est que j'avais été très marqué par une affaire qui s'appelait l'affaire Dandonneau, qui est qui était une arnaque aux assurances. Usurpation d'identité, arnaque aux assurances. Un type qui avait été retrouvé dans un accident de voiture, qui avait été retrouvé brûlé. Faux accident, c'était pas lui, etc. Et il y avait Et le métier de détective m'avait interpellé. J'ai rencontré des détectives qui avaient participé à tout ça. Qui travaillent, pour des compagnies d'assurance. Voilà, et ça permet aussi de confronter la recherche de la vérité avec la recherche de la vérité de la police. Oui. Et ça m'a permis aussi enquête parallèle. Ça m'a permis aussi de créer une opposition entre les deux. Oui, oui, parce qu'il y a notamment des gendarmes. Voilà, des gendarmes qui sont pas toujours très fin. Alors, c'est pas un portrait toujours très flatteur. Non, j'ai pas été très gentil. Avec l'humour qui va avec, évidemment. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, vous avez été visiteur de prison, vous êtes intervenu en prison. Est-ce que ça a changé votre manière de voir, justement, dans ces domaines? Et apparemment, oui. Est-ce que ça vous a permis, justement, alors on va le voir avec nos autres invités, certains sont des policiers en activité, d'autres qui l'ont été, et évidemment ça permet d'avoir une vision assez réaliste des choses. Est-ce que cette expérience-là vous a donné ce côté réaliste, et dans quelle mesure vos rôles de flic aussi, puisque vous avez dû apprendre forcément sur le métier? Alors, moi, évidemment, je ne peux pas me targuer de connaître la prison avec le peu d'expérience que j'en ai. Mais ce qui m'a surtout, imprégné, c'est en tout cas les gens que j'ai rencontrés dans les prisons qui s'intéressaient aux livres, puisque c'était que des prisonniers qui étaient lecteurs. C'était leur puissance morale, c'est-à-dire c'est des gens qui étaient condamnés, qui avaient fait des choses graves, et qui avaient à l'intérieur de ça, il y avait une force humaine, une humanité absolument incroyable. Et j'étais très stupéfait par ça. Donc de quoi un peu briser certains clichés, quoi. Oui. Alors évidemment, je dis pas que c'était l'élite de la prison, mais c'était des gens qui cherchaient à comprendre la façon. Ils avaient commis des actes parfois graves, mais en tout cas, ils n'étaient pas là par hasard, et ils avaient conscience de ça. Ils voulaient sortir de cette spirale-là, et
j'ai eu même des reproches. Il y a un prisonnier qui m'a dit, mais je n'ai pas aimé votre livre. Alors je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que c'est tellement écrit, on voit tellement tout que finalement, on ne peut pas s'évader. Alors j'ai failli lui dire, vous n'êtes pas là pour ça. Mais en fait, c'est parce qu'il avait le sentiment que j'écrivais trop précisément. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui. C'était très curieux. Donc le délit de fuite n'était pas... Oui, voilà, c'était très curieux. Ouais. Alors, quelle différence majeure, par exemple, voyez-vous entre... il y a une évolution, évidemment, puisque vous avez commencé, mais il y a 40 ans, donc à tourner dans des séries. Quelle différence majeure, vous voyez, entre Navarro, la manière de percevoir la police, les flics, le travail des flics, et les pénacs à 40 ans d'écart, par exemple? Qu'est-ce qui vous semble le plus avoir changé dans l'esprit, dans la manière? Dans Navarro, on était dans l'humain, c'est-à-dire que, un peu comme Maigret, hein, c'est-à-dire qu'on va travailler la matière humaine, hein, et puis on va essayer de trouver les failles, etc. On n'est pas dans la police scientifique encore, complètement. Ouais. Et aujourd'hui, quand on fait une série policière, si on n'a pas 12 fois des coups de téléphone au laboratoire pour les ADN, pour les machins, on n'a pas de série, quoi. C'est-à-dire que on a une différence humaine, je pense. Voilà. C'est ça. Alors, je crois qu'on va y revenir, effectivement. Et ce qui fait que les séries, pour pallier à cette espèce de facilité à l'ADN, voilà, on rajoute des anecdotes autour des personnages, la famille, les enfants, les machins, etc. Mais voilà, moi, à mon avis, c'est la différence. Il manque un peu, ça manque un peu d'humain, quoi. De chair psychologique. Surtout pour je dirais pour les suspects. Ouais. C'est-à-dire que le suspect, à partir du moment où on a son ADN, voilà, on ne s'intéresse plus à lui. Alors que Maigret, Navarro s'intéressait au bonhomme, le sondait, le pistait. Une dimension psychologique. On se souvient que Simenon, le rêve de Simenon, y compris dans Maigret, dans ses romans noirs bien sûr, mais les romans durs comme on disait, mais dans Maigret, c'était de décrire, de dépeindre l'homme nu, l'homme nu, dépouillé de ses oripeaux. Voilà. Et c'est effectivement peut-être ce qui se faisait à l'ancienne dans les Maigret. Ça, on l'a plus. Moi, je vois, j'ai lu récemment, récemment non, Millennium. J'ai revu un bout d'un Millennium là, il y a quelques jours à la télévision. Pour moi, c'est des vidéogames. C'est plus. Alors voilà, il y a quand même cette tendance, ce tropisme à aller vers du jeu vidéo, des choses peu scénarisées au fond, qui ne cherchent pas très profond. Et toute la psychologie est absente, quoi. Et donc, j'ai lu dans une interview qu'écrire était pour vous une nécessité pour vous consoler du monde désespérant dans lequel nous entrons, disiez-vous. Auriez-vous dit cela il y a 30 ans ou 40 ans? Et désespérance, c'est un mot fort, hein, mais nos sociétés vous semblent-elles plus dures aujourd'hui? Bien sûr, évidemment. Évidemment. Alors, peut-être aussi parce que quand j'étais jeune, Parce qu'on a connu aussi les 30 Glorieuses. Voilà, etc. Et on était dans un certain confort intellectuel aussi. Hein. Tout allait bien. On pouvait être un révolutionnaire sans risque. Aujourd'hui, il y a quand même une désespérance. Hein. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. Quand on voit ce qui se passe, moi, je suis terrifié, hein, personnellement. Après, l'écriture, c'est une façon de... Donc, le polar est évidemment un reflet, un miroir de cette société, l'évolution, des mutations de la société. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger parce que, très honnêtement, quand on regarde l'histoire de manière très réaliste et clinique, on s'aperçoit, moi, personnellement, je préfère vivre aujourd'hui que pendant la grande peste du XIVe siècle, pendant l'occupation allemande, etc., etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une domination absolument tyrannique des médias qui fait que on a complètement des piqûres de rappel, j'allais dire, d'angoisse, d'anxiété, avec une surdomination de la violence dans le monde, mais via les médias? Je dirais, pas tellement d'ailleurs, les médias, c'est aussi les réseaux sociaux, quoi. Alors voilà, ça on en parlera. C'est complètement le rôle des réseaux sociaux est très consternant. Mais bon, ce qui reste quand même la réalité, c'est que tout ça existe. C'est-à-dire que la violence existe, même si elle est différente d'il y a 30 ou 40 ans. Et elle va augmenter. Et cette violence-là, c'est pas uniquement de la violence physique.
par exemple, quand on parle du climat, on va avoir des millions de gens qui vont être obligés de partir de chez eux parce qu'il y aura un problème climatique. Oui, il y aura des grandes migrations. Et voilà. Et la réponse politique à ça, c'est quoi? Voilà, moi, ça il y a de nouvelles formes de violence, on peut dire ça comme ça. La violence a été consubstantielle à l'être humain, bon, on le sait depuis toujours, mais il y a de nouvelles formes de violence. Voilà, et tout ça, c'est pour ça que moi j'écris, parce qu'au moins, ça me permet, modestement de dire ce que je pense de ça. Voilà. Ouais. Et de garder un peu la main sur... Oui, et puis avec un peu d'humour, parce que je n'arrive pas à prendre tout au sérieux. Ah ben c'est en grande partie, moi, ce qui me plaît chez vous, c'est que l'humour, c'est une constante dans tout ce que vous faites, dans les séries que vous avez créées. Les formes d'humour sont évidemment une constante aussi dans la société, mais aussi en mutation. Alors, quelle différence pour vous depuis 40 ans? Il est clair qu'un certain humour, un brin sexiste ou considéré comme raciste, par exemple, long plus court, et on ne peut que s'en féliciter, ça va de soi. Mais sur ces aspects, on peut que se poser des questions aussi. Le monde dans lequel on vit n'est-il pas plus verrouillé qu'avant? J'entendais les inconnus, par exemple, dire qu'ils ne pourraient plus du tout faire les mêmes sketchs aujourd'hui. Même Coluche. Coluche, aujourd'hui, ne serait peut-être pas tout à fait bien perçu comme il le fut à une époque. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est prégnant, j'imagine, pour les auteurs de séries? Ils doivent s'auto-censurer peut-être ou... Alors, moi, je pense qu'on n'est pas du tout concerné par ce mouvement-là, parce que quand on parle de choses qu'on ne pourrait plus dire, on est dans les sketchs, on est dans les... Voilà. On avait des sketchs assez lourds, etc. Je pense que les jeunes qui font du stand-up maintenant se foutent complètement de dire des gros mots, des choses insultantes sur les femmes, etc. C'est plus leur mode de communication. Il y avait un mode de communication, c'est des blagues, voilà, chez Bouvard, etc., des grosses blagues, etc. Ça, je pense que c'est pas un mal que ça s'arrête. En revanche, à partir du moment où la censure ne vient plus sur l'humour, mais sur des sujets graves, c'est compliqué. C'est-à-dire que si d'un seul coup, vous ne pouvez pas faire de l'humour parce que vous êtes handicapé, parce que vous êtes juif, parce que vous êtes arabe, parce que vous êtes là, ça devient compliqué. C'est surtout sur ces thèmes sensibles que ça devient compliqué. Ouais. Et donc, il y a une chose très importante chez vous, et je le sais pour vous connaître un peu. Au fond, le sujet principal de votre livre, La petite mort de Virgile, c'est l'amour. Ah bah oui, parce que... C'est la grande chose, c'est la grande affaire. Et finalement, il y a beaucoup de polars où il y a des histoires d'amour en filigrane, parce que c'est aussi un reflet du monde et tout simplement de la vie. Oui, en fait, c'est le moteur de ce roman-là, c'est quand même l'histoire d'amour d'un homme qui vit une histoire tellement extraordinaire, qui aime tellement sa femme, Gina. Voilà, il va penser que s'il perd sa société, s'il perd son argent, elle ne va plus l'aimer. C'est son manque de confiance à lui qui va créer tous les problèmes qui vont se faire derrière. Donc c'est vrai que l'amour est quand même le moteur de l'histoire. Et chez les trois hommes, donc les trois qui vont se croiser et qui sont reliés par ce dénominateur commun qui est l'amour qu'ils ont éprouvé pour une femme. Voilà. Et de façon très différente. Très différente. C'est ça qui est intéressant. Ils ont des profils extrêmement différents. Et donc, alors, dans les Pénacles notamment, qui est le plus récent, qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps, où vous jouez avec votre fille, donc il y a, évidemment, on a joué sur le conflit des générations. C'est drôle. Donc il y a le vieux flic désabusé. Les vieilles méthodes. Qui revient en mettant les pieds dans le plat. Donc évidemment, on joue sur l'aspect un peu comique des choses. Mais ça reflète, selon vous, quelque chose, évidemment, de vrai dans l'évolution des sociétés. Bien sûr. Notamment, on en parlera tout à l'heure, mais la féminisation, évidemment, de la police. Et puis, avec des méthodes complètement différentes, où on voit que le fichier de police qui est incarné par votre fille, qui est outré par certaines méthodes de temps en temps, et le père qui regarde ça avec une espèce de hauteur un petit peu. Et donc, ça, c'est un marqueur important, à votre avis, ou de l'évolution? On voit bien, même par rapport à des flics, comme, je vais parler de mon camarade Olivier Marchal, les méthodes d'Olivier quand il travaillait sont plus les mêmes aujourd'hui. Bien sûr. On se souvient tous des interrogatoires avec le bottin, mais plus personne ne sait ce que c'est qu'un bottin.
Oui, c'est vrai que voilà, ça c'était le bottin qui ne laissait pas de traces. Donc effectivement, ça c'était une autre police. Une autre façon de faire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des règles. Il y a des règles, on les respecte, voilà. Et bon, et évidemment, comme c'est la police scientifique, c'est plus facile à partir d'un certain moment, au lieu d'interroger pendant des heures quelqu'un, de lui dire bah tiens, voilà ton ADN, pourquoi il est sur ce truc-là. Alors ça, on en parlera parce qu'effectivement, pendant très longtemps, la preuve absolue, c'était évidemment les aveux. Et aujourd'hui, c'est battu en brèche. Alors j'en parlerai tout à l'heure avec nos amis policiers, mais aujourd'hui, évidemment, il y a d'autres méthodes comme l'ADN, il y a des techniques scientifiques très évoluées qui font qu'on est passé d'une méthode de preuve à une autre, et ça change radicalement la perception. C'est comme ça d'ailleurs que le bordage des téléphones. Par exemple, voilà, et avec les fadettes, etc. Et donc, la plupart des séries aujourd'hui jouent d'ailleurs sur cet aspect technique. Il y a beaucoup de séries qui mettent en scène. On voit, c'était une des séries les plus... avec Section de recherche, ça a été une des premières à mettre en valeur justement la police scientifique, en tout cas la gendarmerie en l'occurrence, l'aspect scientifique de leur travail. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez vécu au long des oui, moi j'ai vu la transformation séries, en tant que comédien. Et quand je voyais les scénarios arriver, je vois l'évolution. Mais je pense que les flics sont encore plus aptes à vous dire que l'évolution, elle est énorme, quoi. Oui, ça sans doute. Vraiment, c'est plus du tout la même chose. Elle est considérable. Et donc, il y a dans tous ces rôles, on disait que vous avez pu endosser. Ça paraît une évidence, mais ça a nourri votre écriture. Moi, j'ai écrit des polars d'abord parce que j'en ai beaucoup lu. Quand j'étais jeune, énormément. Et ensuite, quand j'en ai tourné, je me suis retrouvé avec des auteurs de polars qui écrivaient des scénarios, qui je suis devenu ami. Et puis, comme j'improvisais beaucoup comme comédien, j'ai fini par entendre de la part de l'auteur de Navarro, Tito Topa, je le salue, mon ami Tito, à force de dire des conneries sur le plateau, autant les écrire. Et donc, il m'a vraiment encouragé à écrire. C'est là que vous avez mon premier roman sur les encouragements de Tito et d'un autre auteur qui s'appelle Pierre Pelot. Oui, Pierre Pelot, qu'on connaît aussi. Et donc, il y a là une sorte je dirais, de bouillon dans lequel... Oui, j'étais là-dedans. Et même dans Père et Mère, par exemple, cette série qui a fait fleurir, qui a eu un véritable succès, eh bien, il y avait des enquêtes policières. Il y avait un commissaire un petit peu... Alors là, on était... joué par Gérard Hernandez, voilà. Là, on tirait du côté de la comédie, mais il y avait des sortes d'enquêtes qui étaient comme ça en filigrane. Donc, il y avait toujours ce côté polar... Vous ne lâchiez pas en quelque sorte, puisque là, on peut dire que la série Père et Mère, vous en étiez le créateur et l'auteur. Donc, en fait, le polar, c'était aussi, mais c'est ce que j'ai dit en antenne tout à l'heure à nos amis, c'est que écrire un polar, vous avez cette espèce de béquille qui vous permet de décrire. Le lecteur va se dire qui est-ce qui a fait ça, comment il va trouver, etc. Et donc, quand on écrit une série comme Père et Mère, on remettait un peu de polar pour ajouter un peu de piment au scénario. Quand on est sans polar, quand on est sans crime et sans chercher le criminel, la littérature est plus complexe. C'est pas simple, hein. Voilà. Donc, et donc, vous disiez que vous étiez un énorme lecteur, et à commencer par les polars. Donc, qu'est-ce que vous lisez aujourd'hui comme polar? Est-ce que vous lisez les fameux polars scandinaves? Est-ce que vous lisez les choses un peu ultra-contemporaines? Là, depuis 2-3 ans, je lis assez peu parce que je suis tellement imprégné du roman qui n'est pas un polar que je suis en train de finir. Je lis assez peu. Ce que j'ai lu qui m'a marqué, c'est des choses très différentes. Effectivement, j'ai lu Millennium, que j'ai trouvé vraiment bien. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon roman policier, mais je suis plutôt très proche, moi, des romans américains des années 40-50, Westlake. Donc, ce qu'on appelait le roman noir. Westlake. Et puis, je suis un grand admirateur de Simenon. Je suis pas le seul, hein, mais assez indépassable. Mais c'est tellement étonnant. Là, cette simplicité. C'est absolument gigantesque d'être aussi simple et aussi prenant. D'ailleurs, André Gide, qui n'était pas n'importe qui, disait que c'était le plus grand romancier du XXe siècle. Oui, absolument. Et je pense qu'il n'avait peut-être pas tout à fait tort. Moi, je suis assez d'accord. Il n'y aura pas écrivain au sens de la tessiture, mais en tout cas, dans les romans, il a écrit, y compris des romans non policiers qui sont fabuleux. Mais
quelle facilité aussi, parce qu'il a écrit tellement, quoi. Ouais. Quand je vois Énorme production. Voilà, c'est terrible. Ouais. Et donc, c'était effectivement le reflet d'une époque. Le fameux 36, Quai des Orfèvres, qui a vécu... On a vu cette évolution, justement, avec Quai des Orfèvres, avec Louis Jouvet, qui est un chef-d'œuvre absolu. Ah oui, à voir et à revoir. Clouseau, bien entendu. Et puis, après, on a vu ce film qui rendait, d'ailleurs, hommage indirectement, mais avec Daniel Auteuil et Depardieu, 36, voilà. Ouais. Oui, il y a une anecdote qui concerne Eric Young dans ce film. Et donc laquelle alors? Au début du film, quand ils sont au restaurant pour fêter l'arrestation d'un caïd, à un moment il y a une souris au plafond et il y a un des flics qui se lève en disant je m'en vais et tout le monde sait pourquoi il s'en va parce qu'il a peur des souris. Et donc il tire sur la souris, il détruit totalement le restaurant. Et Eric Young était effrayé par les souris. Donc ça lui est arrivé. C'est-à-dire que Olivier a repris une anecdote qui était réelle. D'accord. Et donc Olivier Marchal, effectivement, est un des représentants aujourd'hui, on le sait, donc du polar adapté, etc. Et on l'accuse, non, mais on dit souvent qu'il est d'une noirceur absolue, qu'il est dans une vision des choses qui est assez terrible. Et d'ailleurs, quand il parle de son expérience de la police, et dont il est resté très proche, il est très il y a beaucoup d'affection pour ce métier et ceux qui le pratiquent, mais il est assez désespéré. Il y a un côté... je pense que c'est sa nature au départ. Voilà, je pense qu'il a commencé à faire l'acteur pour essayer de supporter ce qu'il avait vécu avant, parce qu'il a vécu en tant que flic des choses difficiles, on le sait. Donc il a une empathie pour les flics qui est comment dire, à l'aune de ce que lui a vécu. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, ça se sent effectivement dans ses réalisations. Et est-ce que vous diriez, justement, pour finir, que les polars qui peuvent se produire aujourd'hui sont plus cliniques, plus froids, plus glaçants, où il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de tueurs en série. Oui. Moi, ça m'intéresse moins. La perversion psychologique, etc. Clairement, ça m'intéresse. C'est pas votre univers. Non, je suis un peu à l'ancienne. Je vais me faire taper sur les doigts, mais moi j'aime bien, par exemple, Bernard Minier, je trouve que c'est un auteur, par exemple, son premier roman, je n'ai pas tout lu, parce que les copains, on ne peut pas te dire tous les livres, mais son premier, par exemple, Glacé, est un merveilleux roman policier. J'ai aussi, après j'ai détesté les autres, mais l'affaire Harry Kébert. Et j'ai trouvé ça très bien foutu. Parce qu'il y avait de la psychologie, il y avait aussi une interrogation sur l'écriture, sur la littérature, etc., qui était intéressant. Oui, parce que le polar permet justement, ça n'est pas qu'un simple genre, ça permet d'aborder des tas de genres et des genres littéraires majeurs. On l'a vu avec le roman noir, on le voit aujourd'hui avec d'excellents auteurs justement qui permettent à ce genre de perdurer dans la qualité. Et heureusement, même si il y a une forme d'ensevelissement sous des choses des polars très faciles, pétris de clichés, enfin, c'est parfois assez étonnant. Alors parlons de l'intelligence artificielle, parce que je pense que la moitié des livres qui sont vendus sur Amazon sont écrits avec l'intelligence artificielle. On en parlera tout à l'heure, effectivement, c'est effectivement un risque pour les années qui viennent. Absolument. En tout cas, Christian Rotin, grand merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci, Patrick. Tambour battant, deuxième partie. Le polar est-il un miroir de nos sociétés? Avec dans cette deuxième partie, donc Jean-François Pasque à ma droite et Christophe Ferré. Alors Jean-François Pasque, vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans policiers, des polars comme on dit, et vous avez été distingué en 2023 par le prestigieux prix du Quai des Orfèvres, qui vous a valu de trouver de très nombreux lecteurs. On parle de plus de 200 000, donc énorme succès pour ce livre. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après des études poussées en chimie, vous avez intégré l'École nationale supérieure des officiers de police et à Canécluse, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Et vous êtes aujourd'hui capitaine de police en sécurité publique à Nantes, après une quinzaine d'années passées à Paris, notamment à la section criminelle de la première DPJ. Ai-je lu. Autant dire que vous connaissez bien la grande maison, comme on la nomme, vous connaissez bien ses us et coutumes, et on va évidemment en parler. Alors parmi vos livres, on peut citer les plus récents, Mortelle canicule et Le seul témoin, paru en 2019 et 2021 aux éditions La Joanie,
Fils de personne, paru chez Fayard en 2022, qui vous a valu le prix du Quai des Orfèvres. Et enfin, L'Avocat du Diable, qui est votre dernier livre, paru il y a quelques mois à peine, il y a quelques semaines. Enfin, il y a 3 mois. Il y a 3 mois, paru en mars dernier, effectivement, je l'avais noté, également aux éditions Fayard. Alors, Christophe Ferré, vous avez passé votre enfance à Châteaudun, en Eure-et-Loir, et ils avaient fréquemment séjourné à Illier-Combray, la petite ville de Proust, comme l'on sait, mais vous avez des attaches familiales anciennes en Bretagne, du côté de Trégastel, que je connais bien. On dit que vous avez été la plume de plusieurs personnalités, moi je sais que c'est vrai, pour des livres appartenant à des registres bien différents. Et après avoir donné plusieurs romans remarquables dans la Blanche, comme on dit, eh bien, je pense à La Chambre d'amour, paru chez Arléa, par exemple, en 1995, qui vous a valu d'ailleurs adapter à la radio le Grand Prix international de radio en 1999, à Paradis turquoise, paru chez Flammarion en 2004. Plus récemment, vous avez obtenu le prix de la nouvelle de l'Académie française pour la photographe, publié aux éditions du Moteur en 2010. Vous avez aussi fait jouer plusieurs pièces de théâtre, au théâtre de Chaillot, à l'Atelier, à l'Essaillon, etc. Et vous avez noué des liens solides avec la collection Noire, au point de publier 7 thrillers. Alors on va voir la différence justement, on va la redonner, genre dans lequel vous connaissez un joli succès. Alors citons en 2016 Mortelle Tentation, à l'Archipel, La Petite Fille du Phare, qui a eu un gros succès, je crois. 2 ans plus tard, La Disparue de Belle-Île, toujours chez l'Archipel, en 2022. Et votre dernier titre étant La Noyée de Carnac, chez le même éditeur en 2024. Alors, honneur aux plus anciens, et oui, Jean-François, vous êtes encore très jeune. Vous êtes encore très jeune. C'est plutôt bien à entendre. Eh bien, Christophe Ferré, donc à la lumière du titre de cette émission, diriez-vous que le polar, genre si prisé aujourd'hui, on l'a dit, est à sa façon un reflet fidèle de nos sociétés, de l'évolution de ces mutations, et est-ce pour vous une bonne partie des raisons de son succès? Alors, est-ce que c'est un reflet fidèle? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un reflet, parfois grossissant, parfois un peu déformant. Dans tous les cas, le lecteur peut retrouver une partie de ce qu'il découvre dans certaines émissions de télé, en mieux, c'est-à-dire à travers une histoire écrite, mais où on lit un certain nombre d'événements, où on découvre un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes d'actualité, comme le trafic de drogue, les féminicides, le terrorisme, etc. Et je crois que l'une des raisons du succès des polars aujourd'hui, c'est que le public retrouve ce qu'il voit dans les médias, mais sous une autre forme, sous une forme romanesque, avec des va-et-vient, des rebondissements, jusqu'à un dénouement que souvent personne n'attend. Alors, en principe. Vous écrivez, avec vos derniers notamment, La Noyée Carnac, vous écrivez plutôt des thrillers. Alors, on va dire peut-être la différence que vous faites entre thriller et polar. Il y a quelques différences qui peuvent être identifiées tout de même. Alors, il y a des différences certaines. Alors, pour moi, un thriller, c'est une histoire, une affaire criminelle qui n'est pas résolue par un gendarme ou un policier. Voilà. C'est quelqu'un... Un enquêteur qui a un angle différent. Voilà, c'est un enquêteur, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un témoin, ça peut être un voisin qui n'a pas de compétences policières, mais qui mène lui-même l'enquête et qui est souvent, d'ailleurs, et c'est le cas dans certains de mes livres, et fait partie des suspects. Et pour ne plus être suspect, il essaye de résoudre l'enquête lui-même. Alors c'est le cas justement de La Noyée de Carnac, où c'est le père de la victime. Voilà. Alors dans La Noyée de Carnac... C'est son enquête, une enquête terrible pour lui, puisqu'il va sur les pas de sa fille disparue, et il finit par dénouer, et trouver le coupable. Mais en tout cas, il y a une dimension psychologique très forte, puisque évidemment il est touché au premier chef par ce qui vient de se passer.
et toutes les rencontres qu'il fait le bouleversent les unes après les autres, hein, d'une certaine manière. Oui, dans la nuée de Karnak, il y a une jeune fille qui s'est noyée. Il y a une autopsie qui est faite. Spécialiste des mégalithes. Voilà, spécialiste des mégalithes. Et après un naufrage, elle s'est noyée. Je ne vais pas tout raconter ici. Non, surtout pas. Et les gendarmes concluent que c'est un accident. Elle s'est noyée, voilà. Il y a eu une forte tempête. Une forte tempête. Un bateau qui s'est Le échoué. Le père n'est pas d'accord avec les conclusions des gendarmes, enfin du juge, je sais pas, le juge classe l'affaire, et le père considère qu'elle a été assassinée. Par qui, comment, on ne le sait pas. Donc assassinée, ça veut dire, en principe, qu'il y a préméditation. Donc, oui, alors en tout cas qu'elle a été tuée. Au début, sans mauvais jeu de mots, il nage dans le brouillard. Il dit, en tout cas, c'est pas un accident. Oui. Donc, pour différentes raisons. D'abord parce que c'était une excellente nageuse. Elle a un gilet de sauvetage. C'était pas une énorme tempête. Et que les autres personnes qui étaient à cet endroit, eux, ne se sont pas noyés. Voilà. Donc, c'est le père, c'est pas la police, c'est pas la gendarmerie qui mène avec l'enquête. l'aide de certaines personnes qu'il va rencontrer, dont un ancien flic, une ancienne flic, voilà. Qui va venir. Une ancienne flic qui l'aide et qui lui fait des révélations en disant que l'affaire avait été classée un peu vite, faute d'éléments factuels. Et le père, lui, mène son enquête auprès de tous les gens qu'elle a rencontrés, que la fille a rencontrés. Et, plus ou moins troubles, il y en a certains, effectivement, qui sont... Et lui est persuadé qu'elle n'est pas morte accidentellement. Voilà, donc on peut appeler ça un thriller. C'est ça. C'est pas voilà, c'est pas une enquête qui est dénouée par une équipe de police judiciaire ou des gendarmes ou des sections de recherche, etc. Donc là, on est dans un registre un peu différent. Alors, Jean-François Pasque, dans votre dernier livre, L'avocat du diable, il y a des conflits de génération, et ça c'est tout à fait intéressant. La vieille garde, perçue comme la police de papa, la papa, avec les nouveaux entrées, et les femmes notamment, qui prennent, évidemment ça a commencé il y a déjà pas mal de temps, mais qui prennent de plus en plus des postes de taulier, de chef de groupe, des postes importants dans la police. Et c'est le cas donc dans ce roman avec le vieux commandant, votre personnage fétiche, qu'on retrouve avec grand plaisir, eh bien, qui se voit remplacé par une jeune capitaine, pour laquelle il a d'ailleurs énormément d'estime. Et puis, la nouvelle commissaire, la taulière, elle aussi est une femme qu'il a du mal à appeler patron au début, puis finalement, on sent que ça va venir. Et c'est plus comme avant, disent les anciens. Alors, certains anciens qui sont vraiment les anciens de chez les anciens, la vieille garde, on dira. Et alors, qu'est-ce qui n'est plus comme avant dans ce qu'il reproche à cette police d'aujourd'hui? Ce qui n'est plus comme avant, c'est que la situation a évolué au niveau de la technique, notamment. Alors, pour rebondir à votre question initiale, si le polar est le miroir de la société, oui, je pense que c'est un miroir. Moi, c'est en tout cas mon miroir personnel, avec ma sensibilité et surtout mon émotion. Et c'est vrai que moi, avec mon travail d'officier de police, j'ai une source intarissable de situations, de personnages, de décors. Bien sûr. Et j'avais le motif perpétuellement sous les yeux. Tout à fait. Ouais. Alors, c'est vrai que je l'utilise abondamment. Et en fait, je réécris un petit peu ce que j'ai vécu. Donc, c'est vraiment un miroir qui... En fait, je construis une fiction à partir de faits avérés. Alors, il y a effectivement les faits divers criminels, mais il y a aussi les faits de l'intérieur qui sont très intéressants. Oui. Et c'est ce que je cherche à développer également dans L'avocat du diable, où je situe l'histoire en 2010. Alors voilà, pourquoi 2010 justement? Ça, c'est intéressant. Alors, avec mon recul, c'est une année d'expérience, c'est une année de bascule en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentré dans l'administration, dans la police, la reine des preuves, c'était les aveux. Alors on l'évoquait tout à l'heure, effectivement, oui, bien sûr. Les aveux, c'était la reine des preuves, donc très humain. Et aujourd'hui, quelqu'un qui avoue. Tout à fait. Et aujourd'hui, la reine des preuves, c'est devenu l'ADN. Et en fait, on est passé assez brutalement, je le regrette, du tout humain au tout technique. Ouais. Alors, il n'est pas question de remettre en question, enfin, il n'est pas question de remettre en question, c'est pas très joli, mais de remettre en cause les progrès techniques qui ont permis d'améliorer considérablement le taux de résolution.
Mais c'est un peu critique de ma part, de par l'intérieur, mais j'ai un peu tendance à penser qu'on s'est un peu trop assis sur la technique au détriment de l'humain, et que l'humain, c'était important. Et c'est pour ça qu'en 2010, en fait, je situe toujours mes romans policiers à cette époque-là, D'accord. parce que ça me permet de jouer sur les deux, à la fois l'humain et à la fois la technique. D'accord, parce qu'on connaît effectivement les progrès considérables accomplis dans la médecine légale, par exemple, qui est une aide évidemment très précieuse pour les policiers, la police scientifique. On pense au FNAG, le fichier national des empreintes génétiques, le logiciel Mercure aussi pour la gestion des données, les logiciels de rédaction de procédures dans un registre administratif. Mais on peut noter aussi dans votre livre la présence d'un psy. Oui. Au service de PJ. Alors, est-ce que c'est répandu? Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'assez sporadique? Alors, c'est les psys. Alors, il y a deux types de psys avec lesquels les policiers travaillent. Il y a les psys qui vont s'occuper des policiers qui ont été impactés au cours d'une intervention. Bien sûr. Oui, ça Je arrive. pense notamment à certaines affaires comme le Bataclan, Bien sûr. où il a fallu qu'il y ait derrière un débriefing, des shootings et une prise en charge de mes collègues qui ont été soumis à l'horreur, avec des choix horribles à faire. Et puis après, il y a le psychologue également qui s'occupe des victimes. Un soutien à l'enquête et puis aux victimes. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentré dans la police, il m'arrivait d'auditionner des femmes, par exemple, qui avaient été victimes de viol. Donc je les reçois pendant 2 heures, 3 heures en audition. La difficulté, c'est de se séparer. C'est pas rentrer, c'est facile. La difficulté, souvent, c'est de sortir. Bien sûr. Et j'appréhendais toujours le moment de la fin de l'audition parce que je remettais cette femme qui était victime d'une chose immonde avec son traumatisme et je la laissais toute seule repartir. La rendit à la réalité, crue, quoi. Ouais. C'était terrible. C'était un moment que j'appréhendais énormément à la fin des auditions. Et aujourd'hui, j'ai la chance. Il y a des formations. Alors, nous, on a eu des formations en interne depuis une dizaine d'années maintenant, savoir comment auditionner une femme victime de ce genre de traumatisme. Ouais. Mais moi, aujourd'hui, j'ai la chance de savoir qu'à l'issue de l'audition, cette femme va être prise en charge par une spécialiste qui va pouvoir lui proposer un accompagnement. Et moi, c'est important. Et c'est super important pour moi et c'est super confortable pour moi parce que moi, je peux vraiment me concentrer sur la partie technique de l'enquête et je sais que derrière, ma victime, parce que c'est vrai que le policier a tendance à s'approprier la victime. C'est là où il doit ranger un peu les affects au magasin des accessoires pour rester clinique. Tout à fait. Et rationnel. Et donc, je sais que ma victime va être prise en charge par une spécialiste qui va lui proposer un accompagnement et qu'elle ne sera pas remise dehors, à livrer à elle-même avec son chagrin et à faire son deuil. Voilà. Donc, c'est une évolution que j'ai vue arriver et j'ai trouvé très intéressante de la mettre en lumière à travers les romans parce que c'est une personne qui est maintenant assez importante. Il a fallu qu'on l'apprenne à travailler ensemble. Ça n'a pas été simple au départ parce que le policier voulait garder un petit peu ses affaires, ses victimes pour lui et il a fallu qu'il accepte de partager un certain nombre d'informations et ça s'est fait naturellement, j'ai envie de dire par la force des choses. Bien sûr. Bien sûr. Alors Christophe Ferré, vos films ce sont des films d'une certaine manière. Vos films écrits, donc vos romans, se situent souvent dans ce qu'on appelle la zone gendarmerie. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a la zone police dans laquelle vous êtes, les zones urbaines, et puis les zones gendarmerie non urbaines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la gendarmerie a longtemps eu une image un peu poussiéreuse, un peu... Alors, le gendarme à Saint-Tropez n'a pas aidé. Bon, la gendarmerie un peu bracassée, etc. Alors que, bon... Il y a évidemment chez les gendarmes des enquêteurs remarquables et redoutables. Donc, bon, l'image a évolué avec des séries qui mettaient en scène des sections de recherche, des unités scientifiques de pointe, les ERI, les équipes rapides d'intervention, que évoque Christian Roth d'ailleurs dans son livre, qui dispose de bolides qui roulent à 250 à l'heure. Enfin bon. Et donc, vous avez naturellement suivi ces évolutions. Vous en donnez compte dans vos livres. Les gendarmes qui sont là plus en filigrane que héros, puisque, comme on l'a dit, ce ne sont pas eux qui sont sur le devant de la scène. Donc ça suppose un travail de renseignement, d'information, et ça, vous le faites, je sais. Oui, alors j'ai écrit plusieurs livres en plus, voilà, sur le GIGN, avec d'anciens membres du GIGN, et avec eux, on a beaucoup travaillé, non seulement du GIGN, mais de la gendarmerie en général, puisque le GIGN en fait partie. Bien sûr. Et pourquoi mes livres se passent en zone gendarmerie, tout simplement parce que j'aime beaucoup décrire. Vous êtes un amoureux du paysage et vous faites ça très bien. Vous êtes un topographe poétique. J'aime beaucoup les géographies. Je préfère décrire des paysages marins, des montagnes, des plaines, que décrire le centre des villes. Voilà, c'est la seule raison
pour laquelle ça se passe en zone gendarmerie. Et des régions que vous connaissez très Oui, bien. alors c'est très important. Alors, ça peut être les Alpes, mais aussi beaucoup la Bretagne, il faut le dire. C'est très important pour moi. J'écris toujours des livres sur des régions que je connais et que j'aime particulièrement. Ouais. La Bretagne, les Alpes, la Côte d'Azur. Il y a des régions que je ne connais pas ou que je n'aime pas, que je ne vais pas citer. Je ne vais pas écrire un livre se déroulant là-bas. Ouais. Donc, les paysages sont pour moi un personnage à part entière. Et c'est le cas, effectivement, dans vos thrillers, c'est un fait. C'est ce qui en fait l'originalité, entre autres. Voilà. J'ai essayé d'écrire des livres se déroulant à Paris, où j'habite. Je n'y suis pas arrivé. Alors que j'aime beaucoup Paris. Hein. Oui. J'aime beaucoup Paris, mais je n'arrive pas à écrire de livres se déroulant à Paris. Trop proche, peut-être. Oui, c'est trop proche de moi. Oui. On a besoin d'avoir cette distance. Avec, ouais. On sait très bien que plus on a le nez sur la vitre et moins on voit le paysage. Ouais. Et si on prend alors que Jean-François le fait très bien, notamment dans Fils de personne. Il y a un regard sur Paris. Alors que j'ai habité pendant 15 ans, j'ai pas pu écrire sur Paris, mais c'est seulement depuis que je suis parti à Nantes et que j'ai pris de l'éloignement, j'ai pu retrouver un peu par une espèce de décantation de la mémoire. Effectivement, il décrit remarquablement Paris avec la pulsation, j'allais dire, de la ville et de ceux qui y habitaient. Donc, alors, Jean-François, donc là, alors je cite, la dynamique des espaces dans L'Avocat du diable, de Jean-François Pasque, une phénoménologie de la réalité sociale et policière. Et ça, donc, c'est une professeure agrégée de lettres qui vous a envoyé un travail. Alors là, ça a été qui a été fait sur votre livre. Et donc, ça répond en partie à notre problématique. Donc, phénoménologie de la réalité sociale et policière. Donc, c'est bien là le reflet de la société. Et donc, ça pourrait répondre à la question posée. Le polar, les vôtres en tout cas, sont un reflet de la société dans laquelle on vit. Et dont vous voyez, vous, la face souvent cachée. Et moi, je suis évidemment très sensible à ça, étant fils de commissaire divisionnaire et un peu au fait de tout ça. Je connais très bien un petit peu les coulisses et je sais à quel point vous êtes en prise avec vraiment, en première ligne de ce qui peut se passer de pire dans un monde. Et là, vous êtes effectivement le reflet d'une réalité crue, un miroir qui est à la fois réfléchissant, je dirais, dans les deux sens, qui renvoie une image et qui fait réfléchir au sens le plus fort. Alors la difficulté pour nous, c'est vrai qu'on est de plein pied avec les phénomènes de société. On les voit arriver bien avant tout le monde. Oui. Et la difficulté pour nous, c'est d'arriver à les théoriser. C'est pas notre travail. Mais on aimerait bien comprendre aussi ce qui se passe. Je pense notamment, par exemple, à la canicule de 2003, où pendant 15 jours, on n'a pas arrêté de faire des enquêtes d'essai. Et c'est seulement 3 mois après qu'on a compris ce qu'on avait fait et ce qui s'était passé. On l'a vu arriver avec les évolutions sur les violences faites aux femmes. On le voit arriver aussi avec cette violence polymorphe qui rentre dans tous les milieux. Moi, il y a 30 ans, je ne rentrais jamais dans une école. Aujourd'hui, à Nantes, il n'y a pas une semaine où on n'intervient pas, ou même une journée où on n'intervient pas, soit dans l'école ou ailleurs. La violence qui a pénétré dans le sanctuaire, qui est celui de l'éducation. Ça, on le vit au quotidien, on le prend de pleine face. La difficulté pour nous, c'est qu'on n'arrive pas à prendre un peu de recul pour la théorie. Pas pour la théoriser, parce que ça serait très prétentieux, mais avoir une vision d'ensemble. Et c'est vrai que l'écriture permet justement de prendre cette distance à la fois temporelle et spatiale avec ces phénomènes qu'on voit arriver. Alors, on y répond avec les moyens qui nous sont alloués, mais c'est des difficultés et c'est sans cesse des nouveaux phénomènes qui apparaissent et on doit répondre dans l'intérêt de nos citoyens parce que c'est notre métier aussi. Bien sûr. C'est ce qui donne sens d'ailleurs à notre métier. C'est le service public au service du public et ça, moi, j'y tiens tout particulièrement. Et c'est effectivement toute la force de votre engagement. Donc, Christophe Ferré, y a-t-il pour vous une évolution nette on reviendra avec vous après sur ce propos qui est particulier. Dans la manière de portraiturer les femmes dans les polars et les thrillers, il y a une évolution, évidemment, ces dernières années, tout à fait logique et souhaitable d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnages féminins dans vos romans, et donc, et la petite fille du phare, disparue de Belle-Île, la Noélie Carnac, souvent, les victimes sont des femmes d'ailleurs. Souvent. Donc, comment avez-vous évolué dans la perception, peut-être, que vous avez du personnage féminin ? Statistiquement, la plupart des victimes sont des femmes et la plupart des meurtriers sont des hommes.
90% des meurtriers sont des hommes. C'est un fait. Ce qui n'exclut pas les femmes, on est bien d'accord, mais c'est quand même ultra majoritaire. C'est un fait incontestable. Alors, pour autant, dans mes romans, il y a des femmes qui sont suspectes, peut-être criminelles, ça c'est... Oui, ce qui arrive aussi régulièrement. Et ce n'est pas interdit dans un roman de donner une image antipathique, négative d'une femme parmi d'autres, comme le fait par exemple une auteure que j'admire beaucoup, Agatha Christie. Dans Agatha Christie, il y a des hommes et des femmes qui sont logés à la même enseigne. Qui sont suspectés et logés à la même enseigne. Et je suis contre le fait, dans un roman, de classer les personnages en deux parties. D'un côté, les hommes qui sont forcément mauvais, et de l'autre côté, les femmes qui sont forcément sympathiques, bonnes, agréables, etc. Pour moi, c'est contraire à la création littéraire. Bien sûr. Je sais que dans beaucoup de romans type feel good, mais je n'en écris pas. Non. Toutes les femmes sont gentilles et beaucoup d'hommes sont oui, horribles. Ce qui est un autre cliché, qui est, sachant que tout cliché est détestable. Voilà. Et donc, chez Jean-François Passe, il y a ça aussi, l'avènement de l'époque MeToo, hein, où évidemment, avec tous mais vous n'êtes pas dans le cliché, c'est ça qui est très fort chez vous, c'est que vous échappez, il y a beaucoup de polars qui sont des tissus de clichés en permanence, etc. Alors que chez vous, justement, la grande force que vous avez, c'est que vous êtes en dehors de tout cliché, et on ne dévoilera pas l'intrigue, mais il y a, dans votre roman L'avocat du diable, il est question d'un mouvement féministe radical, par exemple, hein, qui est là, inquiétant, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et donc, comment abordez-vous justement cette thématique des femmes sur le devant de la scène criminelle, éventuellement? Alors, je l'aborde sous deux aspects. Le premier, je l'aborde en interne, puisque, outre en 2010, effectivement, il y a la technique qui s'est imposée de plus en plus, mais également, il y a eu un autre phénomène, c'est pas un joli mot, mais on évolution, a eu une évolution. Les femmes sont arrivées massivement... Souhaitables. Souhaitées et souhaitables, et valorisantes d'ailleurs. Les femmes sont arrivées massivement dans la police, et c'est un moment où il a fallu que... les lignes ont bougé, et il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble, qu'on change un petit peu nos rapports de travail, devenir un peu moins viril, de réfléchir un peu plus aux propos qu'on pouvait porter. Et s'enrichir mutuellement. Exactement. Et ça, c'est la force du travail qui nous a permis de se compléter. Et j'ai envie de dire, moi, que les femmes nous ont rendus un peu plus intelligents, les hommes, un peu moins bêtes des fois. Nous ont ça fait du bien. Exactement. Et puis après, je le traite également en externe, sous une enquête qui concerne des féminicides. Ouais. Et c'est vrai que moi, l'idée, c'était... souvent on a tendance à cataloguer les choses, c'est blanc ou noir, c'est 1 ou 0. Et en fait, moi, ma réalité de policier, elle est différente. Il y a toute une palette. Et c'est vrai que là, j'ai pris l'exemple de féminicide, qui pour moi, policier, c'est un terme qui n'existe pas. C'est-à-dire que le féminicide, il n'est pas dans le code pénal. Moi, je connais l'homicide. Je sais ce que c'est qu'un homicide aggravé. Homo, hein, c'est le genre qui inclut aussi bien l'homme que la femme. Hein, parce que l'homme, en latin, c'est vir. Et en fait, homo, c'est l'espèce humaine. Tout à fait. Et en fait, le féminicide, ça viendrait presque à dire que la femme ne fait pas partie de l'humain, puisqu'on lui crée une propre incrimination. Oui. Heureusement, le législateur, dans le code pénal, il a prévu un code pénal qui est non genré. Et donc, voilà, j'amène un petit peu par... Le féminicide n'est pas une circonstance aggravante dans le code pénal? Il n'existe pas dans le code pénal. D'accord. La qualification, c'est un homicide aggravé, avec une circonstance aggravée, puisque c'est la femme qui avait un lien avec l'auteur. Le lien conjugal, c'est le lien qui est... Okay. Mais on ne tue pas... Le législateur ne considère pas que l'aggravation vient du fait qu'on tue une femme parce qu'elle est femme. Voilà, c'est le lien qu'elle entretient avec son auteur qui est aggravation. Et donc, j'ai voulu un peu débroussailler et puis remettre cette palette de diversité avec cette enquête de féminicide. Et puis j'ai joué un petit peu pour essayer aussi de faire réfléchir les gens, de leur retourner ce fameux miroir pour leur dire « Et vous,
Comment vous vous situez dans cette palette? Parce que c'est vrai que c'est un sujet crucial aujourd'hui. Je crois d'ailleurs que la courbe décroît peu à peu. On ne peut que le souhaiter, hein, effectivement. Mais il y a encore 30 ou 40 ans, on parlait beaucoup moins donc de ces femmes qui tombent sous le coup de mari à cause de l'alcool, de la violence endémique, etc. Parce que c'est pas toujours la il est majorité évidemment des souhaitable. crimes. Alors, Je ne sais pas, j'ai pas suffisamment de recul. non, parce que je crois que c'est quelque chose comme 130 par an, et donc il y a beaucoup d'autres crimes. Mais en tout cas, c'est une réalité affligeante et dont les polars se font fort justement de montrer l'horreur. Et donc ça, vous jouez un rôle aussi, hein, dans ce domaine. Donc ça, alors, diriez-vous aussi franchement que dans les polars, vous voyez à l'œuvre un glissement un petit peu complaisant vers le trash, vers quelque chose de... Enfin, l'hémoglobine en format Jéroboam, quoi. Il y a certains polars scandinaves, par exemple, avec des tueurs en série, qui sont assez terrifiants, c'est fait pour ça. Mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que là, il y a une surenchère qui n'ennoblit pas le genre? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi personnellement, c'est vrai que... C'est pas votre... Non, c'est pas ma tasse de thé du pas tout. votre En tasse fait, de moi, j'ai envie de dire l'hémoglobine, le sanglant, le sordide, je l'ai au travail. Donc, si Oui. j'écris, c'est pas Bien sûr, pour retrouver ce que j'ai au travail. Bien sûr. Et c'est vrai que j'ai tendance à pas vouloir lire trop de polars pour pas me laisser influencer, pour pas vouloir essayer de reproduire des clichés que Bien sûr. eux-mêmes reproduisent. Oui. Donc, je lis principalement de la blanche. Moi, j'écris des romans policiers, comme disait Pierre Lemaître, qui ont mal tourné, qui ont sniffé de la blanche. Et j'adore cette expression, elle est géniale. C'est Pierre Lemaître qui disait ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un public pour ce genre de thématique. Et c'est ce public qui me pose questionnement. Public jeune un peu. Oui, jeune. Et ça me pose questionnement. Qu'est-ce que ces gens vont chercher dans ce besoin d'hémoglobine? Est-ce que c'est un besoin de catharsis, de purification? On sait que c'est vieux comme le monde. Oui. Mais est-ce qu'il y a un côté voyeuriste, un peu complaisant? Enfin, c'est... Se faire jouer avec la peur pour se sentir vivant, peut-être. Ça, les psys pourraient peut-être l'expliquer. Moi, je suis un policier, je suis un psychologue de comptoir, j'ai envie de dire. Donc, pas forcément, parce que vraiment, vous voyez les choses de manière très crue et forcément, ça forge. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un public. Ouais. Et comme il y a un public pour ça, forcément, les éditeurs derrière, il y a un travail qui est fait et on leur sert... En fait, il y a certains auteurs qui écrivent, qui sont même devenus esclaves de ça. C'est-à-dire qu'il y a certains auteurs qui se doivent d'écrire pour ce type de public-là. Oui, c'est ça. Et sans pouvoir sortir des gonds. Hein. Non. Ils sont vraiment... Et Christophe Ferré, vous pensez quoi de cette évolution? Alors que moi, vous la voyez à l'œuvre? dans mes livres, ce qui compte le plus, c'est l'intrigue. Voilà. Il y a un mystère à résoudre. Et, les rapports humains, paysages. La fin, les paysages, les rapports humains. La fin est totalement inattendue. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Bien sûr. C'est pas le sang qui coule. Mais parmi mes lecteurs, il y a ceux qui me disent il n'y a pas assez de sang. Il y en a d'autres qui me disent il y en a trop. Alors comme quoi, chacun cherche des choses différentes. On ne peut jamais être satisfaire. Mon dernier roman, là, j'ai une lectrice qui m'a dit mais c'est pas assez violent. Ah oui, carrément. J'aurais aimé qu'il y ait des choses beaucoup plus horribles. Voilà, mais comme quoi, il y a un glissement, vers une violence quand même. Un autre lecteur m'a dit le contraire. Plus délibéré. Il m'a dit le contraire. Donc, après, chacun ressent les choses. C'est l'image de la société qui est devenue ultra violente. On le voit bien dans la rue tous les jours. Cette violence, et puis elle est surtout polymorphe, elle est rentrée dans tous les milieux. Oui. Il y a plus de... tas de sortes de violences très différentes. Ouais, d'endroits sanctuarisés. Ouais. Et oui, ça peut partir... voilà, il y a une allumette qui s'allume et c'est le feu d'un seul coup. Et ça, c'est terrifiant parce que le problème, c'est jusqu'où ça va aller, quelle est la sortie du tunnel. C'est ça qui fait peur. Et ça, on le voit bien, c'est alimenté par les réseaux sociaux, par exemple, qui sont le réceptacle. J'en ai parlé, moi, avec Boris Cyrulnik, lors d'une émission, justement, où il disait les réseaux sociaux, c'est à la fois la plus belle chose qui soit, et c'est aussi une poubelle absolument abjecte. Et effectivement, là, on voit de plus en plus la poubelle. Et donc, et les réseaux sociaux apparaissent d'ailleurs maintenant dans la noyée de Cartac. Ils vont sur les réseaux sociaux, c'est aussi une manière d'enquêter. Ah ben, nous, les flics... Ils apparaissent sans cesse. Nous, on va sur les réseaux sociaux. Le réseau social social d'information qui est colossal. C'est un mouchard parfait. C'est énorme. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a des assassins qui sont dénoncés par leur réseau social parce qu'ils sont dans le narcissisme débridé. Et finalement, ils se laissent griser et on va les chercher sur les réseaux. Écoutez, en tout cas, un grand merci à vous. Merci à vous. Un très grand merci à vous pour merci à Jean-François. À bientôt, j'espère. À bientôt.
Tambour battant, troisième partie, donc le polar miroir de la société avec mon invité Danielle Thierry, que je suis ravi de recevoir sur ce plateau. Donc Danielle Thierry, vous êtes notablement connue comme la première femme commissaire divisionnaire en France, taulière, comme on dit, en langage policier. Vous rejoindront ensuite d'autres femmes bien connues comme Martine Monteil, Mireille Balistrazi. Comme pour Martine Monteil, la police, c'est une histoire de famille, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc il y a quelque chose là de tout à fait intéressant, des dynasties. Vous avez été patronne des stupes à la Sûreté de Lyon, ou encore de la brigade de sécurité des chemins de fer. Vous avez œuvré, dit-on, à la sécurisation du tunnel sous la Manche. Vous accédez au grade de commissaire en 1976, grade encore plus que rare pour une femme. Vous avez été parmi les premières. Et ensuite, commissaire divisionnaire, on l'a dit, en 1991. Vous avez ensuite quitté la police pour des postes de directrice de la sécurité dans de grandes entreprises. J'ai lu Air France. Oui. Il y a eu aussi La Poste, avant de vous consacrer pleinement à l'écriture de polar, qui vous a valu un nombre de succès. Donc votre série autour du commissaire Marion a connu un joli succès, comme plus récemment celle mettant en scène Anthony et Olympe Marin, c'est bien ça. Et puis parmi vos autres romans, on peut citer Mauvaise graine en 1995 chez Lattès, réédité au Masque en 2015, La petite fille de Marie Gare chez Lafon en 1997. À ce propos, c'est vous qui avez écrit la série, qui avez créé la série qui est numéro 1. Alors, la série s'est inspirée, enfin, ils se sont inspirés mutuellement. Oui, parce que c'est ce qui me semblait. Mon arrivée, moi, dans l'écriture, c'est par la télé, justement. C'est par cette série. C'est ça. Par Quai numéro 1. Quai numéro 1, avec Sophie Duez. Oui, et Olivier Marchal. Et Olivier Marchal, absolument. Qui était l'adjoint qui jouait le rôle de mon C'était quasiment son premier grand rôle. Absolument. Oui, il était encore... c'est comme ça que nous nous sommes connus aussi. Très bien. Donc, Olivier Marchal, en effet. Donc, vos deux derniers ouvrages parus cette année sont Le Signe du Diable, chez Avalon et Enco ou compagnie, et Bibac, paru tout récemment chez Rivage Noir. Donc notons que vous avez même écrit pour la littérature jeunesse, et donc pour le compte des éditions Syros, et que vous partagez une distinction avec un autre invité de cette émission qu'il a eu 10 ans après vous, qui est le prestigieux prix donc du Quai des Orfèvres, reçu en 2013. Vous avez aussi reçu le prix Charles X-Baria, je crois, et le prix Polar. Alors un mot sur votre dernier livre, donc Bibac. Son intrigue se déroule en 2009, on verra pourquoi d'ailleurs, là c'est une question d'agencement chronologique, et trouve ses racines dans la Première Guerre mondiale en France. Pouvez-vous nous en dire un mot? Qui est Diane, donc cet ancien flic, devenu écrivain, tiens donc, oui, comme par hasard, justement. Auteur de polar, voilà, à succès. On est en terrain inconnu, donc est-ce que vous pouvez nous présenter cette Diane et le contexte de ce Bibac? Oui, alors Diane Devers est effectivement un ancien policier, qui a quitté la police. En PJ, elle était. Elle était en PJ à Paris, au 36. Ouais. Et elle a quitté la police après une affaire qui a foiré complètement. Ouais. Et c'était un peu la goutte d'eau qui a fait, dans son cas, qui a fait déborder le vase. Elle n'a pas pu résister à plus longtemps et elle est partie. Elle s'est mise à l'écriture de romans, ce qui est une forme un peu de catharsis, en quelque sorte. Ouais. Enfin, pour tous ceux qui, comme nous. Pour vous aussi, oui. Oui, évidemment. Alors, je ne vais pas dire, je vais pas faire de psychanalyse de comptoir. Moi, j'ai horreur du mot thérapeutique quand on parle de littérature, mais catharsis, ça convient mieux, je pense. C'est effectivement un exercice catharsique parce que ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on n'a pas bien forcément digérées ou pas bien vécues, et ça dure longtemps surtout, parce que 38 ans dans un métier comme ça ne peut pas ne pas laisser de traces. C'est sûr. Alors Diane Devers, elle, avait été moins longtemps policière, bien sûr, mais le fait d'écrire, elle écrit des polars. Ça commence, l'histoire, on la découvre avec elle, donc c'est en 2009. Pourquoi 2009 ? Parce que les racines de l'histoire sont pendant la Première Guerre mondiale. Donc il fallait que ce soit évidemment... il fallait quand même pas... Parce qu'aujourd'hui, les protagonistes auraient eu un âge canonique. Ça n'aurait pas été possible. Donc, puis il y a autre chose aussi, puisque le but, la collection de Rivage Noir, New York Made in France, la demande, l'espèce de cahier des charges de la série, c'est qu'une partie de l'intrigue que les auteurs développent se passe à New York.
à New York et pas dans une autre ville américaine. D'accord. Et dans un quartier ou un site ou quelque chose. Donc là, ce sera le Madison Square Garden, le fameux temple Manhattan. de la boxe. Manhattan est le temple de la boxe Du parce noble que, art, évidemment, on va avoir des références Ouais. à ce sport, à ce noble art. Et donc ça se passe en 2009. Et la deuxième, pour revenir à l'Amérique, c'est l'année de l'élection d'Obama. Oui, alors il y a pas mal de références à ça. Hein, Il y a des références à en italique. l'actualité et à l'époque Ouais. de ça. Bon, je trouvais que ça faisait sens aussi dans Absolument. l'histoire, Oui. à la fois de l'Amérique et celle que je voulais raconter. Alors, on ne peut pas trop en dire, évidemment, parce que sinon, ce serait divulgaché, comme diraient nos amis québécois, donc on ne le fera pas. Mais comme c'était déjà dans votre roman précédent, Le signe du diable, paru en début d'année donc chez Avalon et compagnie, eh bien, il y a dans votre dernier livre le personnage d'une petite fille. On n'en dira pas plus, donc, mais pendant longtemps, les enfants étaient absents des polars. Il me semble. Hein. Bah, pas chez moi, en tout cas. Alors voilà, pas chez vous justement. Ils Et c'est y ça sont qui est beaucoup. Voilà, ils y sont beaucoup. Alors Ouais. justement, avez-vous eu un moment, le sentiment, pas de briser un tabou, mais enfin de faire évoluer les choses avec les enfants? Et c'est vrai que les enfants, c'est toujours sensible hein, dans un univers policier. On se souvient des émotions absolument nationales, j'allais dire. Qui avait suscité la mort de la pauvre Dolores Rambla, l'affaire du pullover rouge, le jeune Philippe Bertrand tué par Patrick Henry, petit Grégory évidemment, dont l'histoire revient là sous les projecteurs. Donc il est vrai qu'on parle de plus en plus des enfants, des maltraitances aussi, hein, dont ils peuvent être victimes. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, l'enfance? Vous n'avez pas travaillé dans des services liés à l'enfance, mais c'est quelque chose... Si. Ah, voilà, genre, justement. Donc, pouvez nous en dire un mot? Alors, pour commencer, il y a l'histoire... il y a toujours quelque chose à chercher dans le passé, dans l'histoire, dans son histoire. Il y a déjà dans ma généalogie une petite fille. Vous avez évoqué tout à l'heure un livre autobiographique que j'ai écrit qui s'appelle La petite fille de Marie Gare. Oui. Et Marie Gare n'était pas n'importe qui puisque c'était une enfant abandonnée. C'est ça. Mon arrière-grand-mère, une de mes arrière-grand-mères, abandonnée devant une gare qui a été déclarée à l'état civil par un commissaire de police. Donc déjà, on voit déjà un petit peu les petits sédiments. Signe du destin. Voilà, qui se prénommait Joseph, ce commissaire, et qui l'a donc, avec l'officier d'état civil, le baptisé Marie-Joséphine Gare, puisqu'on l'avait trouvé devant la gare. Ouais. Ça n'est pas sans conséquence dans la vie d'une famille. On s'est tous nourris de cette légende, qui était Marie Gare, d'où elle venait. Il y a eu des tas de choses qui ont couru à ce sujet. Bon. Puis, quand j'ai grandi, à l'adolescence, je cherchais ma voie. Je voulais faire des choses qui servaient, comme beaucoup de jeunes filles, je pense. Être utile à la société. Être utile à la société, et notamment à ceux qui en avaient besoin, évidemment. Les plus faibles. Aux plus faibles, à ceux qui souffraient, et en particulier aux enfants. Alors pourquoi c'est arrivé? Peut-être à cause de Marie Gare ou pas, j'en sais rien, mais... Mon premier choix professionnel, ça a été quand même l'éducation spécialisée, parce que j'étais c'est vrai. éduc-spé. Pas dans le cadre de la police, mais non. Voilà. Et donc cette expérience-là. Je faisais mes études et en même temps, je travaillais donc, pour l'éducation. Ça aurait pu être la brigade des mineurs, par exemple. Oui, mais c'est ce que j'ai fait après. J'ai passé le concours de police. Donc tout de suite, vous vous êtes dirigé vers ça. Je ne me suis pas dirigée, on m'a dirigée, puisque c'était un des premiers concours, bien que ce fut un des premiers concours mixtes. Auxquels donc les femmes pouvaient participer comme les garçons. Malgré tout, à l'issue du stage de formation, on nous envoyait en brigade des mineurs parce qu'il ne fallait quand même pas exagérer, quoi. D'accord, oui, c'était un peu la voie obligatoire. On nous ouvrait la porte, mais un tout petit peu. Ah oui. Pas largement. On va en parler, justement. Oui. Et j'ai commencé donc en brigade de protection de l'enfance. D'où cette... Et c'est là que je crois que mes collègues, je pense, ne me démentiront pas, mais c'est là où on croise quand même les affaires les pires, quoi. C'est tout ce qui touche aux enfants, c'est évidemment... Tout ce qui touche aux enfants. Donc ça m'a beaucoup touchée, y compris d'ailleurs à travers quelques affaires que j'ai eu à traiter à cette époque, qui ont tourné différemment en fonction des circonstances. On n'avait pas les outils d'aujourd'hui.
Évidemment, on peut critiquer le tout génétique ou le tout... Tout de même, c'est une aide plus que précieuse. Mais on a quand même beaucoup progressé parce que Bien je sûr, peux vous dire que bien sûr. c'était pas facile. On arrivait sur les scènes de crime avec nos gros sabots et on pataugeait partout. On effaçait. C'est pas pour ça les qu'on traces n'arrivait éventuelles. pas à des résultats, mais je pense Oui, il y en avait. qu'avec... C'est d'ailleurs extraordinaire quand on y pense. oui. Avec Ah oui. le manque de moyens vu d'aujourd'hui, évidemment, mais les résultats étaient extraordinaires. C'était pas forcément un manque de moyens, c'était des moyens différents. Les moyens On différents. avait quand même déjà des choses, hein. Oui. Pas non plus, on avait les Bien sûr. empreintes Il y avait les digitales, empreintes, c'était oui, quand même absolument, oui. des premières grandes révolutions Oui, l'anthropométrie. dans les enquêtes criminelles. Mais on y passait souvent beaucoup de temps et surtout, il y a des affaires qu'on ne résolvait pas et qui pesaient lourd sur nos esprits et sur les consciences. ce que j'ai appelé d'ailleurs les clous dans le cœur dans Oui. le roman qui a eu le prix du Quai des Orfèvres. En 2013. Ces affaires dont on n'arrive pas à se débarrasser et ben voilà, par Trotte dans la tête. l'écriture, depuis, on arrive parfois à s'en libérer un tout petit peu. D'où les enfants, quand même. Alors, je sais que il y a une partie du Parce que lectorat. ça reste relativement rare. Enfin, moi, il n'y a pas tant que ça d'enfants dans les polars. Il y en a, mais enfin, c'est pas. Alors, ça dépend. C'est une Moi, particularité, peut-être. j'en fais pas des tonnes ou des caisses, comme non, on dit. non, surtout. C'est-à-dire que je ne veux pas entrer dans la démonstrativité. Je ne vais pas. En faire, oui, du pathos. Non. Je raconte des affaires. Je mets les gens en situation. J'évoque aussi des situations comme celle du confinement, par exemple, qui a fait progresser et bondir les affaires intrafamiliales. Et surtout, aussi, ce qui est important, c'est que pendant longtemps, enfin moi je me souviens de mes débuts, justement, quand j'étais à la brigade des mineurs, et je ne parlais jamais des affaires que je traitais parce qu'on ne me croyait pas. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient « Non, mais attends, tu racontes n'importe quoi, tu inventes, c'est pas possible ». Il y avait des choses qui ne passaient pas la barrière de l'entendement du commun des mortels. Enfin, Ça, au sens le plus fort, c'est-à-dire que c'est impossible à entendre. Voilà. Moi, dans ma famille, il y a des gens qui me disaient « Non, mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible que ça arrive ». Pour d'autres personnes qui savaient que ça arrivait, mais c'était des choses dont il ne fallait pas parler. Hein. Il y avait quand même beaucoup de tabous encore qui s'attachaient. Il y a beaucoup de verrous qui ont sauté quand même, heureusement, pour la sauvegarde d'ailleurs. Mais heureusement, enfants, ouais. heureusement. Ah oui, il était temps. Parce que, sûr. Encore une fois, c'était... La pédocriminalité aujourd'hui est un sujet majeur, donc voilà, et on en parle. Alors, mes affaires d'enfants, ce ne sont pas Alors, ça forcément... n'est pas ça. Non, des affaires de pédocriminalité. Non. Il peut en être question, mais je ne suis pas complaisante avec ces sujets-là, hein, certainement ça, pas. Je peux en témoigner, non. Voilà. Donc, il s'agit d'enquête. Bon, voilà, une petite fille qui est décédée dans des conditions plus que suspectes, sur laquelle on va enquêter. Et ça, c'était un petit peu les affaires que nous avions à traiter dans ces... Alors, il y a évidemment dans vos livres l'évolution du statut de la femme dans la société et évidemment dans la police, puisque vous l'avez vu à l'œuvre, qui en est le reflet. Donc, récemment, je suis tombé sur un article du Télégramme de Brest, oui. paru à l'occasion du Festival du Gaulle en masqué auquel vous participiez. Et là, vous disiez, dans les polars, alors il titrait, dans les polars, ces stéréotypes féminins qui irritent les autrices. Voilà. Et au premier rang desquels, vous. Et vous disiez dans le papier qu'un cliché qui vous agace le plus, un des clichés qui vous agace le plus, est la femme qui a peur de tout. Oui. Voilà. Et donc, petite chose fragile qu'il faut absolument qu'il faut protéger. Et vous êtes justement, par votre parcours, la preuve que les femmes peuvent n'avoir peur de rien, ou en tout cas pas de grand-chose. Donc, donc ça continue de vous agacer, et je comprends pourquoi. Oui. Enfin, c'est pas peur de rien, c'est encore une fois un cliché. Oui, c'est le cliché, c'est l'envers du cliché, en fait. Voilà, il y a un couple, on a beaucoup mis en scène les couples dans les enquêtes, dans les fictions, qui ne sont pas toujours d'ailleurs fort réussis, parce que ce sont souvent des couples improbables, le frère et la sœur, le père et la fille, le grand-père avec le petit-fils ou la petite-fille. Bon, on ne sait plus à quel sens se vouer là, dans ces séries aujourd'hui, c'est un peu... Bon. C'est vrai qu'on joue beaucoup sur ces aspects, ouais. Oui, et donc, mais souvent quand on voit le couple, c'est souvent la jeune femme qui va défaillir à la vue d'un cadavre ou qui
qui va vomir tripes et boyaux parce qu'il y a 3 gouttes de sang qui lui ont éclaboussé les pieds. Alors là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, il y a la jeune recrue qui sort de l'école, qui va s'évanouir parce qu'elle va C'est souvent le jeune à l'IML recrue, hein. ou le jeune recrue. Oui. Voilà, Non, mais- c'est le cliché. Oui, mais pourquoi toujours la fille, quoi? Pourquoi C'est- toujours la fille? Voilà, c'est là pour le coup le cliché perdure et qui est totalement stupide et donc qui est incommodé, voilà, par les odeurs de décomposition ou qui a du mal à sortir son arme ou enfin en tout cas il vaut mieux avoir du mal à sortir son arme, mais en tout cas du mal avec la possession d'une arme, etc. Pourquoi? Enfin, Oui, ou qui il y va a être pas- pétrifié devant une situation dangereuse. Voilà. Ouais. Bon, on sait bien que c'est vrai que quand on me voit, on voit bien que je ne suis pas un gabarit. Voilà, je n'ai pas le gabarit de certains de mes collègues, de M. Jean-François Pasque, par exemple, qui... coucou. J'allais dire heureusement. Heureusement, oui, parce que sinon, ça serait... il y a quelque chose qui ne marchera pas, mais on a d'autres arguments, on a d'autres façons de s'y prendre, et c'est aussi un petit peu Bien sûr. le Et ce qu'on but, disait c'est d'enseigner tout à aux l'heure, filles voilà. de Cet savoir... enrichissement mutuel, l'apparition des femmes dans la police a été un renouvellement, et plus que ça, une véritable révolution qui a permis de voir les choses différemment et d'enrichir, il le disait lui-même, Jean-François, la réflexion. Oui, et puis aussi des gens en place. de montrer que la police, c'est une société, c'est une partie de la société comme une autre, et qu'il n'y a S'y aucune passe raison un peu pour les que mêmes la choses. mixité ne soit pas productive et qu'on ne s'en serve pas. On s'en sert peut-être pas suffisamment, Alors, pas vous ou avez bien. dû voir, en tout alors, cas. pour avoir une conversation en dehors avec Jean-François Pasque, il me disait qu'effectivement, les femmes, les premières femmes, qu'elles fussent taulières ou pas, mais dans la police, étaient attendues au premier tournant, qu'il fallait qu'elles soient plus que parfaites, et qu'il y avait vraiment là une espèce de mise sous projecteur et qui était sans pitié. Et donc, vous avez vécu ça, j'imagine. Oui, alors moi je l'ai vécu, mais bon, Il fallait que vous soyez meilleur, quoi. voilà, il y avait une espèce d'exigence de perfection, si je puis dire, Ouais. ou en tout cas, on ne nous accordait pas le bénéfice de la formation, de la préparation, parce que autant on va être indulgent et gentil avec une jeune recrue, on le voit aussi à travers les fictions parfois, ou à travers certains documentaires, la fille, elle, quand elle arrivait, il fallait qu'elle soit tout de suite au top, quoi. Ah oui. Et je me souviens de Madame Françoise Giroud qui m'avait envoyé un gentil télégramme de félicitations quand j'avais reçu le concours de commissaire, parce que et nous avions eu l'occasion d'échanger une fois. Elle m'avait dit, vous savez, on est encore très loin de l'égalité, notamment dans vos métiers. Elle avait vécu ça dans le journalisme. Hein, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais elle me disait, il faut savoir être patient et surtout ne jamais rien lâcher. Bien Donc sûr. ça, c'était pas utile de me le rappeler, je le Oui. savais. Mais en tout cas, elle me disait, vous savez, on pourra quand même commencer à parler d'égalité quand les femmes auront le droit d'être médiocres. Absolument. Et c'était... C'est un droit fondamental. Mais oui, mais c'était évidemment Oui, bien sûr. forgé au coin du bon sens parce que on exigeait de nous que nous soyons des Wonder Woman. D'ailleurs, pas uniquement dans l'exercice du métier, mais moi je me souviens que dans ma famille, par exemple, j'avais une espèce de réprobation des femmes qui me disaient, non mais déjà tu vas travailler. Plus des femmes. Mais en plus... Oui, des femmes de la famille, Oui, c'est ça. qui disaient, non mais déjà tu vas travailler et en plus tu vas la faire police. un métier d'homme, quoi, parce que c'était c'est ça ça. encore à l'époque. Le cliché, La c'était un police, métier d'homme. La police, engagez-vous, la police, un métier d'homme. Et donc on me disait, et en plus tu vas faire un métier comme ça. Donc il y avait une espèce d'exigence de double peine, parce qu'il fallait être parfait dans le métier, mais il fallait aussi être parfait ailleurs, c'est-à-dire une parfaite maman, une parfaite épouse. Heureusement que mon mari n'était pas comme ça. Lui, il avait bien compris que C'est précieux. Hein. s'il voulait avoir une femme à la maison qui épanouie et qui soit sympa avec lui, il valait mieux qu'il participe un petit peu au reste. Ouais, ça va de soi. Et beaucoup même. Mais voilà, donc il y avait quand même aussi ce regard en interne de la boîte, mais en externe. Bien sûr. Je me souviens des premiers articles de presse, vous savez, les gens qui disent... puis survient une policière, entre guillemets, ça existe, où les gens n'étaient pas du tout préparés à ça,
ou quand vous tapez à une porte, la première fois, je vous montre ma carte de police et on me dit « Non merci, je n'ai besoin de rien Oui, c'est ça. ». Parce qu'il y avait aussi... Et la personne qui, dans la suite de la discussion, j'arrive quand même à me faire ouvrir la porte. C'était pas une enquête difficile, je venais pas arrêter quelqu'un, mais... Et la personne qui me dit après, pour ces histoires d'enfants, parce que c'était une histoire de brigade de mineurs, c'est quand même mieux d'avoir affaire à une femme qu'à un vrai policier. Qui est un vrai policier. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était quand même tout un ensemble de choses. Les clichés ont la vie dure dans la société. Mais les clichés ont la vie dure. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même évolué, faut être sérieux, mais ça reste encore un peu... Regardez la tête des gens, des fois, quand ils voient débarquer une équipe dans laquelle il y a une femme. D'ailleurs, au début, les femmes, on leur faisait conduire les voitures. Les premières gardiennes de la paix qui sont arrivées en France que 84-85, parce que le conducteur est celui qui reste au volant, qui ne va pas sortir pour faire l'interpellation. Donc aujourd'hui, ça n'est plus le cas, et heureusement. Et donc, donc effectivement, alors vous disiez dans cette interview d'ailleurs que la femme, en fond, est un homme comme un autre. Oui. Ce qui est une manière très drôle de dire les choses. Mais et vos consoeurs, elles insistaient sur d'autres aspects. Donc, la femme, c'est l'infirmière, celle qui pense les plaies du héros. Ou bien encore, elle n'a pas les clés pour s'en sortir toute seule. Il faut absolument qu'elle soit épaulée par une épaule virile. Donc, et même aujourd'hui, dans certains polars, il y a des clichés comme ça qui perdurent. Donc, c'est bien. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir eu des auteurs femmes, et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui dans le polar, et remarquable. Donc, vous en faites partie. Donc, il y a on pense à James Bond, il y avait les grands méchants estampillés qui étaient toujours des hommes, et puis les femmes gentilles, alliées ou ennemies, qui pouvaient être perverses, mais dotées d'un cœur et d'une sensibilité. Au fond, quand on y pense, il y a Dracula, inspiré de Vlad Tepes, mais il y a aussi la comtesse Bathory qui buvait le sang de ses victimes. Donc voilà, la femme, comme vous le dites, est un homme comme un autre, et c'est bien qu'elle ait aussi ce statut dans le polar, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que vous verriez comme évolution majeure entre le moment où vous êtes entré vraiment dans la profession et le moment où vous en êtes même pas sorti, mais aujourd'hui, puisque vous continuez à travailler cette matière en tant qu'autrice, qu'est-ce que vous voyez vraiment comme évolution majeure, si vous en aviez 2 ou 3 à évoquer? On a évoqué la technique, bien entendu, donc la place des femmes, mais quoi encore? Vous savez, nous suivons l'évolution de la société, c'est rien d'autre. Alors, si je vous dis, évidemment, moi, de mon temps, alors je me garderais bien de dire ça, parce que je fais beaucoup d'interventions dans les classes. Je vais citer ma littérature jeunesse, ce que j'écris pour les enfants, ce qui me permet de rester en contact aussi avec ce monde des jeunes, et puis de les écouter, et d'essayer de leur apporter des choses, mais sans leur dire, sans faire l'ancien combattant, ah oui, mais nous, on avait... Bon, c'est vrai que quand je leur dis que quand j'étais petite, je lisais beaucoup. Parce que je lisais beaucoup parce que j'aimais ça, mais aussi parce que j'avais rien d'autre. Faut être clair. J'avais pas de télé, on n'avait pas à peine la radio, on avait droit à une heure. Pas de smartphone et autres. Oui, pas de vidéo game. Évidemment. Donc on avait que ça. Et ils ouvrent des yeux comme des soucoupes. C'est comme quand on leur dit que quand on était enfant. Mais même pas forcément ma génération, mais même la génération d'après, que les sévices à l'école, enfin les sévices quand je parle, les punitions corporelles, le martinet. Ça paraît d'un autre temps. En fait. On nous regarde, de quoi il nous parle. Et donc évidemment cette évolution, elle a été hyper rapide. Aujourd'hui, on est obligé de tenir compte de ça. C'est pas la peine encore une fois de se lamenter sur le temps des concierges et des diligences. Bien sûr. Tout ça, c'est révolu. Il faut qu'on s'adapte à l'époque, il faut qu'on fasse avec ce que l'époque nous propose. Bien sûr. Bon, alors se lamenter sur le fait que les jeunes ne lisent pas, il y en a qui lisent quand même. Oui, les grands ne lisent pas beaucoup plus non plus, quand même. Il y a qu'à voir dans les trains, sur une voiture complète, combien il y a de gens qui ont un bouquin entre les mains et tout le reste, c'est les smartphones. Mais l'évolution, bon... C'est tout, c'est la société, c'est l'évolution générale. Ça ne va pas forcément dans le bon sens. On évoque l'ultra-violence, on évoque la défaillance un peu généralisée d'un système qui était-il bon, était-il pas bon.
c'est difficile à dire. On a toujours tendance à juger de manière anachronique, justement, rétrospectivement. Et bien, voilà, on aurait dû, mais bon. Non, c'est-à-dire que c'est toujours d'une simplicité évangélique. Donc, on sait où on est, et on sait d'où on vient. Ouais. Après, savoir où on va, ça, moi je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas le deviner. Mais c'est sûr qu'il faut tenir compte de ce que l'innovation, qu'elle soit technique, qu'elle soit scientifique, on en parlait justement avec nous apporte. Bien sûr, avec Jean-François Pasque. Pendant très longtemps, donc la reine des preuves, c'était l'aveu. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'avocats qui font chiquer leurs clients, comme on dit, c'est-à-dire ils ont droit au silence déjà. Voilà, jusqu'à nier l'évidence la plus absolue. Bon, et c'est pour ça que effectivement le FNAEG et autres, c'est-à-dire tout ce qui est du registre de l'ADN aujourd'hui est fondamental. Donc il n'y a pas que l'ADN. Non, quand même, il y a plein de choses. L'ADN, c'est pas la reine des preuves. Hein. Non. Il ne faut pas dire ça parce que l'ADN, c'est un truc extraordinaire. Ouais. C'est une aide à l'enquête. Mais ça peut ne pas suffire. Incroyable, mais il ne faut surtout pas considérer que c'est la reine des preuves. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on va trouver votre ADN sur une victime que c'est vous qui l'avez buté. Hein. Heureusement qu'il y a moyen. Bien d'accord. Vous avez été en contact avec elle, ça c'est sûr. Mais avant, oui. Bien sûr. Avant, à un moment quelconque, ou ça peut être un ADN qui a été transféré par quelqu'un d'autre ou par un objet. Bon, tout est possible, donc il faut toujours garder beaucoup de distance par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a des choses irréfutables. C'est sûr que quand on filme un suspect proche d'un lieu où on a trouvé un corps, on va d'abord s'intéresser à lui et pas au... Quand le portable borne si portable, de commission de... Ça va être un faisceau de... Ce qui est en revanche un peu dommageable, c'est qu'à une époque, c'est vrai qu'on s'est dit, ouh là là, il n'y a plus besoin d'aller s'user les pieds à faire des filatures, il n'y a plus besoin de se cailler les... Il y a besoin de faire de police. Se cailler les fesses dans une voiture, à planquer pendant des heures. Oui. Et ça, c'est un petit peu... C'était le cœur du métier. Mais, oui, parce que... Alors, encore une fois, parce qu'on n'avait pas forcément grand-chose d'autre, et qu'on était obligé d'en passer par là. Mais ça nous permettait aussi d'avoir cette cohésion. Vous avez parlé tout à l'heure de la personne qui est toute seule, la pauvre fille. Mais, oui, mais c'est un travail d'équipe quand même. Ça devrait continuer à être ça. Bien sûr. Ça devrait continuer à rester avec, dans cette idée-là qu'on ne fait pas les choses tout seul, qu'un chef de service, il n'est rien s'il n'a pas ses équipes avec lui. Quel que soit le domaine, d'ailleurs, en entreprise, c'est la même chose. Mais évidemment, dans l'administration, évidemment. Bien sûr. Que tout ce qu'on faisait pour la cohésion... alors, on parlait tout à l'heure des clichés dans les séries où il y a encore le bar à flics, le café. Oui. Mais vous savez, c'était quand même vachement important. C'est pas parce qu'on avait... Ça existe toujours. Oui, mais on y allait. On a besoin de se retrouver. Voilà, alors justement, parce qu'on a besoin de se retrouver ailleurs et autrement que sur le terrain de l'enquête. Parfois, c'était des lieux de purge aussi, de purge de conflits, de purge de discussions. On aborde même si ça se terminait par des fois, on avait peut-être des éclats ou un verre ou deux de trop dans le nez, mais ça permettait de purger des choses. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il est 18h, allez hop. C'est partie du management d'ailleurs. On rentre chez soi, on va... les abcès et de repartir sur un... Voilà, bien sûr. Et les patrons ou les chefs d'équipe devaient, évidemment, à condition que ce soit sous contrôle, ça ne l'était pas toujours, c'est sûr, mais à condition que ce soit sous contrôle, favoriser ce genre d'échanges parce qu'ils sont fondamentaux. C'est fondamental, évidemment, voilà. pour la cohésion, pour le lien. Le lien humain, l'échange, la participation à quelque chose ensemble, ça c'est un truc... Donc, on est derrière un écran aujourd'hui, voilà, alors on va sur Mercure, on va chercher le chien, on va identifier les bagnoles comme ça, en 3 clics sur son téléphone, son Néo ou je sais pas quoi, on a toutes les informations dont on a besoin, on n'a même plus besoin de parler à son collègue. Je voyais une équipe l'autre jour dans un train, ils étaient 4. Bon, au lieu d'essayer de passer dans le train, de voir un peu les gens, je sais pas, de glaner un peu d'émotion, de glaner un peu d'atmosphère, d'humain. Et ben non, ils étaient chacun avec leur smartphone. Alors peut-être qu'ils travaillaient, j'en sais rien, je n'aurais pas demandé. Mais ils ne se parlent pas, évidemment, ils ne se regardent même pas. Ça se voit très très couramment, effectivement. Ouais.
Alors, c'est comme ça. Je dirais que comment peut-on infléchir, comment peut-on combattre, j'en sais rien. Je suis moi-même beaucoup sur mes outils informatiques. Les bons serviteurs, mauvais maîtres. Mais exactement. Utilisons la technique, bien sûr, mais restons dans l'humain. Et c'est ce qui fait. Puis essayons de garder ce contact avec les autres, quoi. Ouais. Parler aux gens, dans la rue, dans le métro, n'importe où. Évident et pourtant. Ouais. Enfin, Merci on n'est beaucoup, pas obligé non plus de les harceler. Hein. Certes. En tout cas, on peut terminer sur cette note effectivement plus qu'humaine. Merci beaucoup, Daniel Thierry. Grand plaisir de vous avoir reçu. Alors, je rappelle, Bibac, les derniers livres parus. Donc, Bibac de Daniel Thierry chez Rivage Noir. La petite mort de Virgile de Christian Roth, de Boré Marge Noire. L'avocat du diable de Jean-François Pasque chez Fayard. Et La noyée de Carnac de Christophe Ferret à l'Archipel. Alors, dans un autre registre du polar, j'aimerais aussi vous recommander 2 excellents romans concernant l'IA, Meurtre artificiel de Xavier de Broca, paru au Lys Bleu, et La cassette de l'empereur, un thriller historique de Bernard Denis Larocque, publié chez Glyphe. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous mettre en quête de tous ces livres pour les emporter en vacances. Merci de votre fidélité. Pour bientôt, donc à très bientôt, pour une nouvelle édition de Tambour Battant.